Alors, de notre côté, les présentations? Oui, bien écoutez, d'abord, simplement vous remercier, Madame Monastès et Madame Hood. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans le cadre des travaux du comité consultatif sur la réalité policière. Je m'appelle Bernard Sévigny, je suis coordonnateur du comité et je vais présider cette assemblée-là ce matin, de façon à ce qu'on puisse rencontrer nos objectifs. Rapidement, je vous présente les membres du comité, Madame Nicole Gibault, que Mme Monastès connaît d'ailleurs, Mme Marlene Jennings, qui est avec nous, M. Alexandre Matt. Bonjour. Et M. Louis Côté. Bonjour. 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 Alors, votre mémoire, les membres du comité en ont déjà pris connaissance. Maintenant, quelques consignes que vous connaissez, mais je vais quand même les répéter. Vous disposez d'une dizaine de minutes pour présenter les points saillants de votre mémoire. Et on aura une vingtaine de minutes de questions-réponses, de discussions, de façon à approfondir un certain nombre d'éléments. Lorsqu'il va rester une minute de votre présentation, je vous ferai signe au besoin. Alors, voici comment nous allons fonctionner. Évidemment, le mécanisme, la fonctionnalité de lever la main, je pense qu'on est tous, on s'habitue au virtuel, donc simplement vous manifester si vous voulez prendre la parole. Je vais laisser quand même quelques instants pour que vous puissiez vous présenter, Mme Monastès et Mme Hood. Et lorsque vous allez débuter votre présentation, on va partir le chrono, donc vous aurez 10 minutes à ce moment-là. Alors, la parole est à vous. Alors, bonjour, ça nous fait grand plaisir d'échanger avec vous ce matin. Alors, mon nom est Manon Monastès, je suis la directrice de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes depuis 14 ans et je travaille dans le domaine des violences faites aux femmes au national et à l'international depuis 30 ans. Bonjour, mon nom est Olga Hood, donc je suis coordonnatrice en analyse politique et communication près de la Fédération depuis peu. Merci de nous donner ce temps de parole. Ça va faire depuis de nombreuses années que j'interviens auprès de femmes violentées, et notamment immigrantes et racisées. C'est bien. Alors, on va débuter la présentation. C'est à vous. D'accord. Alors, allons-y, top chrono. Alors, la Fédération regroupe 36 maisons d'hébergement d'urgence et 17 maisons de seconde étape qui peuvent accueillir les femmes pour 1 ou 2 ans. La spécificité de notre mission, c'est que nous accueillons des femmes non seulement pour un motif de violence conjugale, mais pour d'autres motifs. Ça veut dire de violence familiale, de violence basée sur l'honneur, de traite, d'exploitation sexuelle, de mariage forcé, toute forme de violence. Alors, c'est notre spécificité. Et dans cette perspective-là, nous intervenons de façon intersectionnelle. Ça veut dire que les femmes que nous recevons, même si elles viennent parce qu'elles ont un vécu, elles nous demandent de l'hébergement ou des services parce qu'elles sont victimes de violences conjugales. La très grande majorité, toutes ont vécu d'autres formes de violence. Un exemple que je pourrais vous donner, ce sont des femmes qui demandent de l'hébergement parce qu'elles sont en situation d'itinérance. Et puis, au cours de leur parcours en maison d'hébergement, on s'est rendu compte, on a des données statistiques, c'est plus de 90% d'entre elles qui avaient vécu de l'inceste et des agressions sexuelles en bas âge. Alors, ce sont des longs parcours de victimisation, malheureusement. Pour vous dire quelques données statistiques, notre taux d'occupation avoisine les 100%. C'est plus de 2500 femmes, 1600 enfants qui ont été hébergés et 21% des femmes hébergées sont nées à l'étranger et 14% celles qui sont vues dans nos services externes. Au niveau des formes de violence vécues, 72% alors des femmes hébergées le sont pour un motif de violence conjugale,
mais elles ont vécu aussi de la violence psychologique, verbale, physique, sexuelle. Et il y a 30% des femmes hébergées qui nous ont confié qu'elles avaient été victimes de menaces de mort et de tentatives de meurtre. Quand on sait que les données statistiques du ministère de la Sécurité publique nous parlent d'environ une trentaine de tentatives de meurtre dans les données, nous, on en répertorie 300. Alors, ça veut dire qu'il y a de nombreuses tentatives de meurtre qui ne sont pas déclarées ou il n'y a pas eu de plainte à cet effet. Et 78% des enfants hébergés ont été exposés à la violence conjugale. Ce qui est intéressant aussi au niveau des données de référencement, il y a seulement 12% des références qui sont faites directement par les services de police, 5% par les services médicaux et 1% depuis de nombreuses années qui sont référés par les CAVAC. Alors pour nous, c'est un peu inquiétant parce que comme les policiers, les services de police sont vraiment nos partenaires de première ligne. Alors, et ça a baissé un peu, ça a baissé quand même significativement quand on a mis en place un guichet unique au niveau du référencement. Et là, on a perdu les liens qu'on avait beaucoup plus étroits avec les services de police. Alors, c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer, bien sûr, parce que les policiers, ce sont vraiment nos partenaires très étroits. Au niveau de la définition de la violence faite aux femmes, et on le sait, la politique en matière de violence conjugale s'inscrit dans la déclaration des violences faites aux femmes de l'ONU. Et où est-ce qu'on parle vraiment, et c'est bien défini dans la politique, on parle de rapport de domination, de rapport de pouvoir, de rapport coercitif. Ce qui est intéressant au niveau du contrôle de la coercition, on sait très bien que c'est difficile de criminaliser cet aspect-là parce que ce n'est pas nécessairement relié à de la violence physique, mais c'est un impact majeur au niveau de la détermination de la violence conjugale. Et en Écosse, ça fait 2 ans quand même qu'ils ont criminalisé le contrôle coercitif. Alors, on peut porter des accusations pour le contrôle coercitif et ça fait quand même une différence notable. Ils commencent à le voir au niveau de la capacité des victimes de porter plainte. Et on sait au Canada, Statistique Canada, c'est toujours autour de 20-23% que les femmes vont porter plainte. Alors, il y a une espèce de plafond de verre et ça existe depuis des décennies. Alors, je pense que c'est une option qu'on devrait regarder aussi. Et tout dernièrement, je crois il y a 2 mois, il y a un projet de loi aussi pour la criminalisation du contrôle coercitif qui a été déposé au fédéral. Bon, alors, je ne m'attarderai pas sur les définitions de la violence conjugale de la politique que vous connaissez bien et les données là, de l'INSPQ, du MSP. Bien sûr, c'est 78% des victimes qui sont des femmes. Les femmes sont presque la totalité des victimes d'homicides, d'enlèvement, de séquestration, d'agression sexuelle. Alors, ça démontre que ce sont les femmes qui vivent les formes les plus graves au niveau des voies de fait là, en contexte de violence conjugale. Alors, je vais laisser la parole à Olga. Merci Manon. Alors, moi, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'on a constaté au niveau de l'état des lieux, c'est le manque de connaissances de la plupart des acteurs sur les femmes victimes de violences. Donc, on parle notamment des préjugés, de la culture du viol et de la victimisation. Le manque de formation de certains acteurs socio-judiciaires impliquant également les milieux policiers, le manque de connaissances quant aux différentes formes de violence et les conséquences que ces violences-là ont sur les femmes.
et également un manque de connaissances quant à la vulnérabilité vécue par ces femmes-là. Donc, ce qu'on souhaiterait, en fait, ce qu'on recommande et qui apparaît dans notre mémoire, que les policiers prennent conscience des leviers importants qu'ils ont. Donc, on aimerait vraiment, on recommande en fait un savoir-être exemplaire, de prendre conscience de l'attitude, comment l'attitude, l'accueil des victimes, donc d'offrir une réponse compatissante, respectueuse envers les femmes qui sont victimes de violences, de comprendre le continuum des violences et les différents systèmes d'oppression auxquels elles sont confrontées, afin d'adopter une vision intersectionnelle et d'expliquer, d'accompagner, en fait, de faciliter l'accompagnement de ces femmes-là dans les différentes démarches socio-judiciaires qu'elles entreprennent. Et ainsi, une autre recommandation serait de les orienter, de mieux les orienter vers des ressources spécialisées qui œuvrent contre les violences faites aux femmes, donc notamment vers les maisons d'hébergement, puisqu'on a remarqué qu'au niveau du référencement, comme l'a souligné Manon, il y avait un manque. Par rapport à des recommandations plus spécifiques qu'on a fait valoir dans notre mémoire, ce serait d'assurer surtout que les directives du guide de pratiques policières en matière de violence intrafamiliale et conjugale et des annexes soient vraiment connues et maîtrisées en application donc par tous les corps policiers du Québec de façon homogène, qui est plus de géométrie variable également, et que l'aide-mémoire pour l'évaluation du risque d'homicide soit vraiment maîtrisée et utilisée par les policiers lorsqu'ils interviennent. Comme autre recommandation, on a également fait valoir l'importance d'informer les victimes de toutes les démarches qu'elles peuvent réaliser, de s'assurer du respect des conditions de la mise en liberté et intervenir systématiquement lorsque celles-ci ne sont pas respectées. Essayer de réduire les délais dans les cas de violence conjugale et d'agression à caractère sexuel. Vous avez encore une minute, Madame Oui. Wood, allez-y. Je vais terminer par l'importance de rendre la formation continue obligatoire et si je peux me permettre au niveau de l'intervention réalité et besoins des femmes immigrées et racisées, donc ce serait important de donner une formation continue sur certaines problématiques spécifiques dont la traite humaine, le crime d'honneur, les mariages forcés. Voilà, et peut-être une dernière chose, donc améliorer l'accès pour les policiers aux interprètes en fait, formés en matière de violence conjugale. Bon, bien, c'est bien. Bien, merci beaucoup, Madame Wood. Merci, Madame Monastès. Alors, on va passer à la période de questions et on va débuter avec Madame Gibault. C'est à vous la parole, Madame Gibault. Oh, votre micro. Merci. C'est dommage qu'on n'ait pas une heure de questionnement parce que j'en aurais là. Puis je vais laisser la place à mes collègues. Je reviendrai parce que j'ai trop de questions. Est-ce que vous parlez évidemment qu'il y a des. Vous avez des problèmes peut-être là Est-ce que vous n'avez pas constaté dans les groupes maintenant, plus qu'avant, que les équipes de policiers sont plus spécialisées? Est-ce qu'il y a plus de femmes sur des équipes d'intervention où, évidemment, on ne peut pas toujours demander qu'une femme soit disponible comme policière, mais est-ce qu'on sent souvent, on entend que, bon, ils ont une écoute, il y a des équipes spécialisées et à la couronne et chez les policiers, la question du bracelet électronique, parce que vous avez tellement donné de pistes là, sur comment suivre par la suite. C'est bien beau les mettre en arrestation, mais après ça, s'ils retournent. Alors, est-ce que ces équipes-là, vous sentez, il y a des équipes, selon vous, mais dans les différentes régions au Québec, parce que c'est pas tout pareil. Oui. Bien, écoutez, ce qu'on constate, nous qui sommes un peu partout au Québec, c'est que la réponse policière, elle est à géométrie variable. Un des aspects qu'on se rend compte, c'est que, à notre grande surprise, que les policiers possèdent peu leur guide de pratique policière. Au niveau puis c'est très clair, là, vous le savez mieux que moi, que c'est très bien établi en violence conjugale, en agression sexuelle,
on intervient comme ça, comme ça, comme ça. Et malheureusement, nous, ce qu'on a constaté, parce qu'on voit la différence avec des services de police où il y a un leadership fort, à l'effet de vraiment que les policiers soient bien au fait de leur guide de pratique policière et des annexes, comme la fameuse grille d'aide pour prévenir l'homicide. Et ça, c'est important parce que les policiers qui utilisent vraiment systématiquement la grille nous disent que, parce qu'on comprend que les policiers, ce n'est pas des travailleurs sociaux. Et ça leur dit, la grille les aide à constater s'ils sont bien dans un contexte de violence conjugale ou de chicane de couple, comme on pourrait dire. 2, ça les aide à évaluer, bien sûr, la dangerosité. Et 3, ils disent que ça nous aide à étoffer notre rapport de police parce que la grille, elle est très précise avec des questions sur les intentions du conjoint, homicidaire et tout. Alors, ceux qui l'utilisent de façon systématique nous disent que c'est un outil qui est extrêmement pertinent. Alors, puis on a fait il y a 2 ans une présentation à l'École nationale de police et très peu connaissaient l'existence de la grille qui est pourtant une annexe du guide des pratiques. Alors, en complémentaire, M. le Président, oui, c'est juste que vous parlez de l'École nationale de police. J'étais surprise. Vous avez constaté que ce n'est pas quelque chose qui est enseigné de façon rigoureuse? Mais je crois pas que c'est pas. Oui, il y a un cursus là en violence conjugale qui est à peu près une 30aine d'heures. Alors, mais c'est au niveau du leadership dans les services de police où ça fait une différence et l'encadrement. Et on voit, il y a une initiative qui devrait être partout au Québec. C'est le service de police de la Ville de Montréal où ils ont dans chaque poste de police une personne ressource qui est dédiée, un policier qui est dédié, qui est comme la personne référence pour tous les cas de violence conjugale, qui répond à toutes les questions des policiers et qui est notre lien aussi privilégié quand on a discuté. On ne cherche pas, on n'intervient pas avec plusieurs personnes, on a une personne ressource et ça fait une différence majeure. Alors, dans tous les services de police du Québec, il devrait avoir un policier qui est encore mieux formé, qui peut répondre aux hésitations, aux besoins de soutien des policiers et qui est le contact direct avec les maisons d'hébergement et les autres ressources spécialisées. Bien sûr, pas juste en violence conjugale, mais en agression sexuelle, sachant que c'est plus que 30% des plaintes qui sont justement en violence conjugale et en agression sexuelle. Donc, on sait qu'ils reçoivent énormément de formation, mais disons que c'est une grosse part de leur caseload, alors il devrait y avoir une formation. Puis nous, on le dit, on le redit, on est là, on est partie prenante pour soutenir les policiers parce que pour nous, c'est primordial le lien qu'on entretient avec nos policiers et on le voit quand les maisons ont de très bons liens avec le service de police, c'est vraiment facilitant et facilitateur. C'est que même les policiers comprennent que la victime ne va pas nécessairement vouloir porter plainte sur le coup, mais quand il la réfère à la maison d'hébergement, après quelques journées, nous, on la soutient et souvent, les policiers reviennent justement pour prendre la plainte. Merci. Merci. C'est bien. Monsieur Côté. Oh, votre micro, Monsieur Côté. D'abord, bonjour. Vous dites que quand je regarde ça, il existe quand même quelques organisations pour hommes en dépression ou hommes violents. Avez-vous des liens avec ces organisations-là pour vous assurer que le message de l'un et le message de l'autre vont dans le même sens? Ben oui, on a des liens avec certaines organisations, mais
on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde au niveau de qu'est-ce qu'on considère la violence conjugale et au niveau de l'intervention. Nous, ce qu'on constate, c'est que certains groupes ou conjoints ayant des comportements violents ne mettent pas l'emphase sur la responsabilisation, qui est pourtant l'un des principes directeurs de notre politique en matière de violence conjugale. Alors, autrefois, on a eu des meilleurs liens, mais disons que on a certains liens avec les groupes aux conjoints violents, mais on sait que les services de police aussi ont des liens avec ces groupes-là. Et, mais effectivement, la première difficulté, souvent, majoritairement, c'est que les conjoints violents ne se considèrent pas violents. Alors, toute l'intervention est à ce niveau-là. Bien sûr, de mettre en place des mesures plus coercitives, ça les met dans un certain cadre, mais ça prend vraiment une intervention qui va les responsabiliser face à leur comportement. Et ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Mais en sous-question, les gens qui travaillent dans ces maisons-là pour hommes, je présume que c'est des spécialistes aussi. Vous êtes des spécialistes de votre côté. Ça arrive souvent que les spécialistes ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, mais vous ne trouvez pas un peu particulier que vous n'avez pas des relations plus étroites que ça pour vous assurer que le message commun passe? Bien, souvent, c'est parce qu'une des problématiques qu'on rencontre aussi, c'est que les femmes qu'on accueille en maison d'hébergement, les conjoints de ces femmes-là ne sont pas suivis par les services pour conjoints violents. Okay. Alors, c'est une problématique majeure qui me ramène à vous dire que souvent, majoritairement, malheureusement, les conjoints violents ne se considèrent pas comme violents. Et là, de toute la problématique aussi au niveau de l'intervention policière, les services de police vont les référer vers ces services-là. Mais au niveau du suivi, bien sûr, s'il y a une plainte qui est portée puis il y a un processus judiciaire qui s'enclenche, il va y avoir un certain suivi. Mais lorsque la plainte n'aboutit pas, ben on se retrouve encore dans une situation où le conjoint est dans les parages. Alors, c'est quelque chose d'assez complexe, mais comme je vous dis, le problème majeur, c'est que les conjoints de femmes qu'on héberge ne se retrouvent pas dans des services pour conjoints violents. Alors, il devrait y avoir une référence qui est plus systématique, mais avec les enjeux que j'ai soulevés. J'aurais encore une centaine de questions, mais comme ma consoeur, Mme Gibault, je vais laisser les autres. Alors, la parole est à M. Matt. Allez-y, M. Matt. Oui, merci. J'aurais également une centaine de questions. Non, mais c'est un sujet qui est très intéressant. Puis dans ma carrière de policier, j'ai travaillé beaucoup en violence conjugale. Vous parlez d'une baisse de signalement à cause d'un guichet unique. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est que ça a été mis en place il y a quelques années en espérant que ça facilite le travail des policiers. Ça veut dire que lorsqu'il y a une référence des victimes vers des services, c'est un guichet unique, c'est que les références sont faites au CAVAC et qu'en principe, les CAVAC devraient nous référer les personnes, les femmes victimes de violences, mais dans nos statistiques, on a très, très peu de références. Alors, ils sont référés directement au CAVAC uniquement. C'est pour ça qu'on parle d'un guichet unique. Comme vous êtes intervenu en violence conjugale, vous saviez qu'on avait des protocoles tripartites, policiers, CLSC, maison d'hébergement. Malheureusement, ça n'existe plus. Alors, pour nous, c'est quelque chose qui aurait dû être maintenu parce que le guichet unique ne répond pas à tous les besoins, d'autant plus que les CAVAC, ce sont des services de 9 à 17 heures et vous le savez, pendant la nuit, c'est important de référer directement une victime et les maisons d'hébergement sont ouvertes 24 heures sur 24. Alors, juste
même le policier peut transmettre, donner l'appareil à la femme, puis d'entrer en contact avec une maison d'hébergement directement. Puis nous, on va prendre la relève là, au niveau de l'évaluation et puis de voir qu'est-ce qui est possible de faire. Comme je disais, si la dame ne veut pas porter plainte tout de suite, elle peut être hébergée ou être suivie par nos services externes. Puis par la suite, les policiers peuvent revenir pour prendre la plainte. Okay. Peut-être en complément, M. Sévigny, si vous le permettez. Oui, la mécanique, c'est quoi? Les policiers appellent CAVAC au lieu d'appeler la maison d'hébergement? C'est comme ça que ça se passe? Oui. Ils ont une obligation, mais je n'ai pas vu ça dans le guide des pratiques policières, qui doivent d'abord passer par le CAVAC. C'est une directive qui est apparue par la suite ou quoi? Oui, c'est un protocole qui a été mis en place il y a quelques années là, de guichet unique, en pensant qu'en référant à un endroit particulier, ça faciliterait la prise en charge des victimes. Oui, mais si les policiers, un samedi soir, sont avec une dame qui est en violence conjugale et qui ont besoin de service, ils vont appeler directement à la maison pour l'héberger. Ils n'attendront pas lundi matin que le CAVAC ouvre. Ben, c'est l'enjeu, effectivement. Ah, oui. Le CAVAC a la responsabilité de rappeler dans 48 heures. Très bien. Merci. Merci, Madame Jennings. Bonjour, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et pour les informations que vous nous donnez. Vous, Madame Hood, vous avez parlé de la question des femmes racisées, des femmes de certaines religions où il y a des pratiques dites religieuses, mais plutôt culturelles, qui sont criminelles, des pratiques criminelles, ici au Canada et au Québec. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des données sur le pourcentage des femmes provenant des communautés racisées ethnoculturelles, un. Deuxièmement, le pourcentage de ces femmes qui sont victimes de ce genre de pratiques criminelles. Merci. Alors, dans les maisons d'hébergement, selon nos dernières statistiques, il y avait environ 21% de femmes immigrantes. Maintenant, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. 21% de femmes immigrantes et racisées qui étaient accueillies donc, au sein des maisons d'hébergement. Et quant aux statistiques au niveau des violences basées sur l'honneur, je ne les ai malheureusement pas sous les yeux, mais je pense qu'on l'a indiqué dans le mémoire. OK, merci. Et je pourrais rajouter qu'on a une dizaine de maisons là, qui sont à Montréal ou en périphérie qui reçoivent des femmes immigrantes racisées à plus de 90%. Alors, elles ont une intervention particulière et plus spécialisée pour ces femmes-là. Et on le voit aussi avec la régionalisation de l'immigration, bien, ça s'étend de plus en plus et on a un projet de formation des antennes régionales du ministère de l'immigration qui est en cours. Et puis au niveau et on reçoit des femmes qui ont toutes sortes de statuts, là, des statuts de réfugiés, des femmes qui sont sans statut, alors qui vivent bien sûr d'autant plus ces problématiques de façon plus critique. Et les maisons ont développé aussi beaucoup de outreach avec les communautés, avec les leaders religieux, culturels, pour faire en sorte qu'elles puissent avoir accès un meilleur accès à nos services, parce qu'on sait bien qu'elles vivent de la pression à la fois de leur communauté d'accueil et de leur communauté d'origine, et c'est une situation qui est très critique pour elles de venir en maison d'hébergement. Oui. Et sur vos relations avec les organismes des communautés immigrantes, racisées, ethnoculturelles, surtout avec ces communautés où on voit plus de façon courante ces pratiques criminelles,
c'est quoi la relation? Est-ce que ces organismes, au sein de leur propre communauté, font la publicité, l'éducation, etc., que ces pratiques ne sont pas acceptées ici, que c'est criminel? Oui, ben, on travaille beaucoup avec les centres de femmes afghanes, sud-asiatiques. Alors, elles ont bien sûr des entrées. Les femmes les consultent beaucoup, les centres de femmes. Alors, on a des relations avec les centres de femmes de plus en plus avec toutes sortes de services. Là, on a développé un maillage qui est toujours en cours. Beaucoup avec les services comme la TCRI, qui est la table de concertation pour les réfugiés, les immigrants. Alors, effectivement, c'est un enjeu majeur. Et je dois dire que oui, on voit de plus en plus. Et puis là, on ne parle pas des mutilations sexuelle et on en voit. Alors, c'est un enjeu majeur, effectivement. Merci beaucoup. Merci. Oui, Mme Hood, vous vouliez ajouter? Non, je voulais simplement, c'est ça, réitérer ce qui a été dit et confirmer que les barrières structurelles sont vraiment un enjeu supplémentaire pour les femmes immigrantes et racisées, et l'accès à l'information, notamment de l'existence des maisons d'hébergement, surtout pour les femmes allophones, ça reste un enjeu majeur. Et c'est pourquoi on demande là, qu'il y ait et on l'a vu comme au SPVM, où est-ce que le SPVM essaie d'engager des policiers issus des communautés ethniques. Et c'est un facteur qui est très favorisant quand ils interviennent en violence conjugale, d'essayer d'avoir un policier, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Ça facilite grandement d'abord la confiance en notre service de police, qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Alors, c'est un facteur qui est extrêmement facilitant et nous allons former la banque d'interprètes sur les enjeux que vivent ces femmes qui vivent des violences faites aux femmes. Alors, on travaille dans ce sens-là aussi. De mon côté, j'avais une question sur la capacité. D'abord, le portrait que vous dressez, moi, je trouve ça extrêmement préoccupant, lire votre mémoire, honnêtement. Vous dites que les maisons, il y a un taux d'occupation qui frôle les 100% à pleine capacité, et les dénonciations où les femmes, c'est un pourcentage relativement faible, entre guillemets, qui ont recours à ces services-là. Est-ce qu'il y a un problème dans le réseau de capacité ou de place pour les femmes? Dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'il n'en existe pas. On s'entend là-dessus, mais est-ce que vous sentez une problématique de capacité? Ah, depuis de nombreuses années, oui. Vous avez vu dans les médias, on demande des fonds supplémentaires parce que notre capacité est vraiment, qu'on soit à Chibougamau, à Gaspé ou à Maniwaki ou à Montréal, c'est des taux qui frisent. Alors, effectivement, et ça, c'est aussi un appel des policiers en disant... même quand ils passent par SOS Violence Conjugale, qui est la ligne nationale, c'est un casse-tête, puis beaucoup de policiers nous le disent, c'est un casse-tête, on a une femme qui est victime, puis faut faire des pieds et des mains, même par SOS, on n'arrive pas à lui trouver une place. Alors, oui, c'est une situation qui est extrêmement préoccupante et puis on continue nos négociations avec le gouvernement parce qu'il faut ouvrir des nouvelles maisons. C'est le nord du Québec, il y a une maison à Chibougamau. La Naudière, il y en a 3. Même s'il y en a 25 à Montréal, ça ne change pas la situation. Alors, c'est un facteur préoccupant. Puis aussi d'avoir...
un meilleur soutien financier parce qu'on est en prévention aussi. Ce sont des femmes qu'on protège d'une tentative de meurtre. Et puis les enfants, toute la question des enfants aussi est centrale. Et puis d'assurer aussi d'avoir des meilleurs liens, un meilleur maillage avec nos partenaires. Alors, on fait tout ça, mais on a besoin de plus pour mieux répondre à la fois aux besoins des femmes, mais aussi à la fois aux besoins de nos partenaires. C'est bien. Merci. Alors, il reste quelques minutes. Madame Gibault, c'est à vous. Oui, merci. Vous avez parlé en Écosse, puis peut-être qu'au fédéral, il y aurait quelque chose qui est en train de se discuter sur le contrôle coercitif. Moi, en ce moment, évidemment, certains articles du Code criminel permettent évidemment de déposer une plainte ou enfin faire vérifier là, pour la question du harcèlement. Parce qu'on sait que ça commence de façon régulière par du harcèlement. On l'a vu dans des dossiers très, très médiatisés. Et malheureusement, ça peut se terminer en meurtre ou en tentative de meurtre. Et entre le harcèlement, est-ce que vous voyez le lien avec la communication des policiers entre le fait qu'on dépose une plainte d'harcèlement ou on dénonce? Et il peut se passer un temps énorme avant que ça arrive en quelque part là, devant le tribunal, entre autres. Est-ce que les policiers, vous sentez qu'il y a une communication ou parce que j'ai vu ça dans votre mémoire, que vous souhaiteriez qu'il y ait une communication, qu'on avise, que les victimes alléguées soient toujours un peu mis au courant, parce que où est-ce qu'il est rendu, qu'est-ce qu'il fait, comment... Est-ce que vous sentez qu'il y a une collaboration ou bien non, vous voudriez que ça soit vraiment, qu'il y ait un fil de communication plus permanent? Là? Oui, on aimerait que ça soit beaucoup plus fluide en termes, bien sûr, de communication. Puis en termes aussi, ça fait des années là, qu'on demande au ministère de la Justice qu'il y ait un fast-track. Un fast-track quand c'est des cas de violence conjugale, des cas d'agression sexuelle, parce qu'on sait à quel point le conjoint va harceler et continuer de mettre de la pression sur sa victime pour retirer la plainte. Ça fait en sorte que ça complexifie le travail des policiers pour avoir une victime qui est vraiment en pleine possession de ses capacités pour venir témoigner. Et on le voit souvent. Puis je veux dire, c'est décourageant autant pour nous que pour les policiers d'avoir tout fait ça, puis d'arriver le temps du témoignage et puis que les victimes sont hésitantes, puis on ne sait plus comment. Puis avec les procureurs aussi, il y a toute la question des directives aux procureurs. Maintenant, il y a des nouvelles directives pour rencontrer à plusieurs reprises les victimes, mais il faut leur donner les moyens aussi. On sait que les procureurs ont des caseloads incroyables et puis ça prend toute comment je pourrais dire, une restructuration du système pour permettre de mieux répondre aux besoins des victimes, qui va faire en sorte que les victimes vont avoir confiance dans les services de police, confiance dans notre système de justice, et puis qu'elles vont être beaucoup plus aptes à témoigner, puis qu'on puisse aboutir à que le processus judiciaire aille jusqu'à sa fin. Mais dans mon temps, là, il y avait 10 sur 15 qui retiraient dans une semaine, à toutes les semaines. Alors, est-ce que c'est encore une moyenne? Moi, j'avais 10 cas de violence conjugale minimum par semaine, puis on retirait 10 fois sur 15. Est-ce que c'est encore comme ça? Ben, je pense que ça a baissé quand même attendez, là, je viens de perdre mon idée, mais le fait justement qu'il y ait un meilleur soutien, mais on le voit, comme je vous dis, comme l'aide, l'outil, là, je veux dire, le sergent détective, le patrouilleur, le sergent détective qui monte un dossier étoffé, qui va faire en sorte que le procureur va pouvoir accepter la poursuite, ben, ça change tout, là. Et le fait aussi, il y a plusieurs études qui démontrent, qui ont été faites un peu partout au Canada, que le soutien, la réponse, posons du sergent détective, aux besoins des victimes, d'assurer un suivi
assez continue, ça fait en sorte que les victimes se sentent soutenues et protégées aussi, parce qu'on sait que le conjoint va continuer à exercer son contrôle et, comme vous dites, faire en sorte qu'elle retire sa plainte, là. Alors, on pourra en parler longtemps, mais on va devoir s'arrêter après la question de M. Alexandre Matt. M. Matt, c'est à vous. Oui, merci. Dans les directives des policiers, ils ne peuvent plus traiter les violences conjugales comme étant une simple plainte de désordre à l'intérieur du domicile. Ils ont l'obligation de prendre une plainte et de le soumettre au procureur, au procureur du Québec. Là. Est-ce que ça existe toujours? Et, parce que tout à l'heure, vous parliez que le policier revient pour prendre la plainte, mais il prise la plainte. Il vient simplement prendre la déclaration pour renforcer le contenu de sa plainte. OK. OK, merci. Donc, c'est encore comme ça. Ils ont l'obligation. OK. Puis, de plus en plus, ils vont exercer leur pouvoir discrétionnaire là, de porter plainte, même si la victime est hésitante. Mais c'est d'autant plus le travail que nous, on a à faire, puis le travail des policiers de mettre en confiance les femmes, et d'autant plus quand elles sont immigrantes et issues des communautés culturelles. Il y a tout un travail à faire. Et puis, comme je le dis, on sait très bien que les policiers ne sont pas des travailleurs sociaux, mais on est là pour les aider. Même quand ils parlent avec la victime pour prendre la plainte, ils peuvent appeler une maison d'hébergement. On va être là en soutien si la victime est hésitante, la victime ne veut pas porter plainte. Puis on le sait, je sais, des fois, ça peut prendre 5-10 fois avant qu'une femme veuille porter plainte. Heureusement, les données statistiques nous disent que les femmes tolèrent de moins en moins et vont porter plainte beaucoup plus facilement, mais il reste à faire. Juste peut-être un petit complément. Est-ce que les vidéoconférences occasionnées par la pandémie ont facilité le témoignage des femmes ou leur enlevé un peu leur crainte? Oui, effectivement. Il y a tout l'aménagement du témoignage. Effectivement, c'est un enjeu majeur, là, comme à la cour, de ne pas avoir, comme une agression sexuelle, là, de ne pas voir son conjoint, là, parce qu'on connaît, ils ont toutes sortes de petits gestes qui vont envoyer des messages très clairs. Alors, c'est ça, je pense que franchement, après 30 ans, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà mis en place, qui sont déjà faits par les policiers, mais que ça demande comme une façon plus homogène d'intervenir et plus soutenue. Ne serait-ce que la formation, dans la formation continue à l'École nationale, il n'y a pas de formation continue là, en violence conjugale. Alors, pour le maniement des armes à feu, mais pas pour ces problématiques-là qui sont quand même le gros de leur caseload, là. Bon, ben c'est éclairant tout ça. Merci beaucoup, Madame Monastès, Madame Hood. Merci infiniment pour d'abord votre mémoire puis pour les échanges qu'on a eus ce matin. C'est très apprécié et soyez sûrs que ça va nous permettre, nous, de cheminer et de voir un peu plus clair dans ces problématiques-là. Alors, merci infiniment. C'est vraiment apprécié. Merci à vous. Merci, Madame. Bonne journée. On va sûrement mettre un complément un peu plus tard parce que vous savez qu'on attend des rapports très importants. Celui du comité de travail avec la coroner en chef auquel je participe, et il y a aussi le comité de travail là, justement sur le parcours des femmes dans le système de justice. Alors, on a plusieurs éléments qui vont sûrement vous éclairer aussi dans vos travaux. Mais n'hésitez pas à nous les communiquer. Quand est-ce qu'il est déposé, ce rapport-là? Le coroner? Il doit être déposé? Non, non, non. L'autre du comité d'experts, bientôt aussi. Très bientôt. Bon, ben merci beaucoup encore. Au revoir. Ben, merci à vous de nous avoir entendus. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à vous.